Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. À mon côté sont mademoiselle Estelle de l'Université Ostfalia et monsieur Hans Hartung pour modérer la séance. Bonjour Estelle, bonjour Hans. Bonjour. Bonjour C'est Dave. aujourd'hui la dernière réunion officielle de notre cours et monsieur Guévenoud Bernard parlera de son travail à la ferme école Saint. Bonjour Pascal. Bonjour, comment allez-vous? Comme toujours, vous aurez l'occasion de poser des questions, soit par écrit, soit à l'oral. Et Monsieur Hans vous en informera brièvement. Comme toujours, vous recevrez un bulletin d'information par email avec les détails les plus importants, comme les webinaires, les évaluations, les tests et plus encore. Nous vous prions de vérifier régulièrement votre compte email. La newsletter vous a été envoyée 2 fois par semaine et nous continuerons cette routine jusqu'à la fin du cours. Important dans la prochaine newsletter, nous mentionnons par exemple le traitement des tests finaux et le fait que nous allons télécharger une version corrigée de l'outil d'analyse de l'explication agricole. Alors, ceci dit, je voudrais passer la parole à mon collègue Hans. Alors, vas-y Hans. Bon, merci Dirk. Bonjour Pascal, encore une fois. Bonjour, les gens de... Bonjour. Les gens de l'Université Ostfalia. Bonjour, chers participants. Bienvenue encore une fois à notre dernier webinaire avec l'accent aux méthodes agricoles peu consommatrices en eau. Comme l'irrigation à énergie solaire a des coûts d'investissement élevés, on a toujours un avantage quand on peut installer une pompe moins puissante ou plus petite, car les besoins en eau sont minimisés. Et c'est exactement le but des méthodes agricoles peu consommatrices en eau. Alors, nous sommes curieux de la présentation, Pascal. Comme toujours, nous avons la présentation avec 2 sondages pour démarrer la discussion avec vous. Et si nous avons le temps après, nous pourrons aussi discuter un peu plus en général sur le cours. Alors, merci d'avance et je donne la parole à Estelle de l'Université d'Ostfalia. Estelle, à vous. Merci Hans de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous, bonjour chers participants. Bienvenue une fois de plus à ce webinaire dont le titre est Irrigation à base du soleil au Bénin. Cette présentation sera faite par Pascal Benou. Il est agriculteur, éleveur et pisciculteur à l'Université nationale d'agriculteurs au Bénin. En fait, je lui laisserai le soin de mieux se présenter pendant son PowerPoint. Il nous parlera essentiellement de l'irrigation solaire au Bénin et des méthodes agricoles nécessitant moins d'eau. Alors, Pascal, je vous donne la parole. Merci de me donner la parole. Comme vous l'avez déjà dit un peu, moi je suis Pascal Benou. Je suis un agriculteur, éleveur pisciculteur au sud du Bénin. J'ai une exploitation qui intègre la production animale, végétale et piscicole. C'est une exploitation où on n'utilise du tout pas de produits chimiques de synthèse. Donc tout est organique. Au-delà de cela, je suis un riziculteur très engagé dans les organisations paysannes. Donc, à ce moment, j'assume la fonction du président du cadre de concertation des organisations de producteurs de riz de l'Afrique de l'Ouest. C'est cette organisation qui regroupe les producteurs de riz des 15 pays de l'espace CEDEAO. Mais avant tout, je veux bien vous parler de la ferme à travers le dispositif d'irrigation à base du solaire.
où nous privilégions des méthodes peu consommatrices d'eau. Pascal, un instant, j'ai oublié un point essentiel. Vous serez interrompu par moment pour pouvoir donner la possibilité aux participants de poser des questions. Merci beaucoup, je suis bien conscient de ça. D'accord. Alors, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer. Voilà, donc cela étant dit, je suis au Bénin. Le Bénin, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, une dizaine de millions d'habitants. Le climat béninois, au nord, c'est un climat de type soudanien, ce qui signifie qu'il y a une seule saison pluvieuse qui court de mai à octobre. Quand nous descendons un peu, nous arrivons au centre du Bénin. C'est un climat de transition entre le sub-équatorial et le tropical humide de type soudano-guinéen. Là, nous bénéficions de 2 saisons sèches et de 2 saisons de pluie. C'est un climat fortement perturbé, je ne dirais pas influencé, perturbé actuellement. Au sud, qui est là où est installée mon exploitation, c'est un climat sub-équatorial. Là, il y a 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. Quelle est la chose importante à retenir? C'est que dans ma zone, il y a une moyenne annuelle de 1100 mm de pluie. L'économie béninoise, comme celle de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, est beaucoup basée sur l'agriculture. Autour des années 2018, la croissance économique est allée à 6,7% contre 5,8% en 2017. Donc, il y a presque une progression d'1 point. L'indice de développement humain est de 0,485, comme vous pouvez le voir. Tout cela indique que le Bénin est classé 167e sur 187 pays. Ça, c'est le classement né en 2016. Le PIB par habitant reste un peu faible, c'est de l'ordre de 3,8%. Voilà. Alors, ça dit que l'agriculture est vraiment la base de l'économie béninoise. Voilà quelques chiffres qui l'illustrent. Hein. 32,7% en moyenne. L'agriculture contribue pour 32,7% au PIB. Elle contribue pour 75% aux recettes d'exportation et elle absorbe presque 70% des emplois. Donc, globalement, selon les différentes statistiques disponibles, c'est environ 12,24% du territoire qui est exploité à des fins agricoles. Ça veut dire que dans ce pays, il y a, comme la plupart des pays d'ailleurs, il y a une production agricole diversifiée qui va des cultures vivrières, du maïs au manioc, des cultures maraîchères, tomates, piments et autres, mais aussi des cultures commerciales que sont le coton, l'ananas, l'anacarde, le palmier à huile. Alors, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que l'agriculture, le premier facteur de production agricole, c'est l'eau. Donc, l'accès à cette eau-là représente quand même un grand défi. C'est clair que l'agriculture du Bénin doit faire face à plusieurs contraintes, dont la plus importante, c'est l'accès à l'eau en qualité et en quantité dans ce contexte de changement climatique que nous vivons partout. L'autre réalité est que la ressource eau n'est pas extensible. Ça veut dire que les quantités n'arrivent pas à s'amplifier. Il faut aussi bien prendre conscience que les eaux douces ne représentent que 2,8%. Parmi les eaux douces qui ne représentent que 2,8%, les eaux souterraines que nous exploitons le plus
représente 0,62%. Toutes ces statistiques ou tous ces chiffres nous amènent vraiment à une petite conclusion qui est celle que la ressource eau est très précieuse et il faut la gérer autrement pour pouvoir espérer faire face aux besoins. Et le premier besoin de l'homme, c'est l'alimentation. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Alors, c'est dans ce contexte que la Ferme École Saint, dans son souci de gérer autrement les ressources naturelles, a initié un système intégré. Et ceci en lien avec quelques agriculteurs de la zone. Nous essayons quand même de développer des stratégies d'adaptation, notamment aux effets des changements climatiques à travers des méthodes peu consommatrices d'eau. Alors, est-ce que je peux quand même poser un peu de questions? Je peux faire un peu de sondage, s'il vous plaît? D'après vous. Oui, s'il vous plaît. Vas-y, oui. Explique. D'après vous, oui. Je voudrais bien que quelle est votre appréciation là? D'après vous, est-ce que économiser de l'eau par des pratiques agricoles innovantes, est-ce que cela relève d'un besoin réel pour l'agriculture, d'une nécessité de préservation de l'eau, d'une urgence face au changement climatique ou juste pour éviter la surexploitation des eaux souterraines? Bon, maintenant, Dirk, est-ce que tu peux nous donner le sondage pour que... Bon, très bien. Alors, c'est à vous. S'il vous plaît, donnez-nous votre choix. Ce qui vous croyez le plus important aspect pour économiser l'eau. Juste donnez-nous votre opinion et on va discuter après. Alors, 50% à 54% ont voté. Peut-être OK. 75%, très bon. Peut-être si l'un ou l'autre a encore une idée. Oh, oui, encore une personne. Alors, on est à presque 80% des participants. Alors, je crois le sondage maintenant. Alors, peut-être Pascal peut un peu... bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Voir les résultats et commenter. Alors, la nécessité de préservation de l'eau, c'est la plupart des participants ont choisi, c'est 85%. Alors, le deuxième, c'est éviter la surexploitation des eaux souterraines qui on observe dans beaucoup de pays ce problème. La troisième position, c'est urgence face au changement climatique et besoin vital pour l'agriculteur. Alors, je donne la parole à vous. Pascal, s'il vous plaît. Oui. Alors, merci beaucoup de me redonner la parole. Donc, effectivement, nous aussi, de notre analyse, notre analyse reste vraiment en cohérence avec le vote de l'ensemble des gens. C'est une nécessité. Ça, ce n'est pas un luxe. Nous devons vraiment préserver ça là. Et il y a de plus en plus dans la situation dans laquelle nous sommes par rapport au changement climatique qui nous dicte beaucoup ces lois, il y a aussi une urgence.
Et c'est extrêmement important, comme les gens l'ont dit de l'autre côté, d'éviter la surexploitation des ressources souterraines. J'ai bien indiqué que la ressource eau n'est pas extensible. Et quand nous voyons un peu l'accroissement démographique et les besoins de l'agriculture, quand nous regardons un peu les activités humaines qui sollicitent plus l'eau, c'est l'agriculture. Ça veut dire, pour ne pas être dans le chaos, nous devons même revoir comment nous gérons ça là, quel type de méthode d'irrigation nous mettons en route pour ne pas consommer exagérément cette eau. Bon, merci Pascal. Je vais donner la parole à Estelle. Il y a quelques questions écrites. Estelle, tu peux non, pour nous l'instant, je éclairer? n'ai pas aucune question. Je vois Tati qui dit l'irrigation est reconnue par nature comme étant consommatrice d'eau. La méthode prônée par la ferme est-elle sélective pour toute catégorie de culture ou une catégorie seulement de culture? C'est à vous, Pascal. Bon, merci beaucoup pour cette question bien intéressante. Là, comme je vais commencer par le décliner tantôt là, les différentes méthodes, quand je prends par exemple une méthode, la riziculture par exemple est reconnue pour sa grande consommation en eau. Oui. Là, la méthode que nous utilisons, qui est le système de riziculture intensive, je vais revenir là-dessus, ça c'est spécifique riz. Maintenant, Okay. nous essayons aussi de l'appliquer à d'autres cultures. Il y a des éléments à tirer de cela pour pouvoir appliquer à d'autres cultures. Et quand nous allons, par exemple, au niveau des systèmes de couvert, de culture sous couvert végétal, le paillage, ça c'est presque applicable à toutes les cultures. Puisque dès qu'on arrive, bon, pas à toutes les cultures, à la majorité des cultures, avec un peu cette méthode qu'est le paillage, on arrive quand même à réduire l'évapotranspiration. Et en même temps, ça permet de lutter contre les adventices aussi, qui aussi consomment de l'eau pour grandir. Et donc ça, voilà un peu ça. Quand nous prenons le zaïcin, où nous essayons de localiser toutes les cultures à des endroits précis, tout ça là permet de gérer autrement la ressource eau. En conclusion, je dirais que, évidemment, c'est applicable à beaucoup de choses, c'est probablement pas applicable à tout. OK. Bon, peut-être vous pouvez continuer. On n'a pas des autres questions au moment. Juste Okay, commencer. Continuez, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais tantôt, la ferme École Saint prône l'agroécologie, ce qui permet d'intégrer les différentes cultures, ce qui nous permet aussi de gérer un peu l'irrigation, l'eau autrement. Alors là, vous voyez un peu notre système de production. Un peu en haut, vous voyez les productions animales, les productions végétales. En bas, là, vous avez la production animale et production piscicole. À travers les différentes flèches là, vous voyez qu'il y a des interactions très fortes entre les différents pôles de production. Ce qui nous permet de tout recycler, jusqu'à même recycler l'eau là. Par exemple, l'eau dans laquelle on a élevé les tilapias, les poissons, tout ça là, est encore recyclé pour revenir aider
à donner à boire aux plantes. Donc, on l'utilise encore pour irriguer les plantes. Toute cette dimension-là nous permet de gérer autrement cette ressource. Il faut quand même dire que l'eau est un besoin vital de tout ce que nous avons dit. Quand nous regardons un peu les difficultés pluviométriques, les besoins pour les cultures qui de plus en plus sont en déficit, et quand nous arrivons même au niveau de l'exploitation, ceux qui travaillent doivent boire de l'eau pour nos trucs de pisciculture et d'agriculture, ça c'est un besoin très vital. Alors, quand je reviens un peu sur notre dispositif d'irrigation, là, vous voyez un peu des plaques photovoltaïques. Et pour la petite histoire, hein, il faut vous dire que la première fois que je m'étais intéressé à l'irrigation à base du solaire, il y avait une entreprise à Cotonou qu'on appelait Enerdas. C'était en 2004. Je m'étais rapproché d'eux, mais tout de suite, on m'avait donné un devis de 15 000 euros. Mais jeune agriculteur, je n'avais même pas 200 euros en poche. Donc, j'ai dû prendre ma patience. De 2004 à nos jours, les plaques, les équipements solaires ont pratiquement beaucoup diminué de prix. Ce qui fait que ce qu'il me fallait 15 000 euros pour faire, je l'ai fait de nos jours avec 3 000 euros. Ça, c'est extrêmement important à dire. Oui. Donc là, vous avez là 12 plaques photovoltaïques. Nous avons un forage qui est sur 43 mètres. Et donc là, nous avons installé une pompe Grundfos de 2 kVA. Et donc, ce qui nous permet quand même d'arriver à extraire entre 90 et 120 mètres cubes d'eau par jour. Si je peux, non, laissez le photo, s'il vous plaît. Si je peux intervenir, il y a 2 semaines, on a parlé sur les ombrages et quand je vois les plaques sont inclinées un peu sur la bananeraie. Alors, je me demande, il n'y a pas d'ombrage sur les plaques le matin ou le soir? Non, c'est la photo qui fait croire ça. C'est bien, oui. C'est un peu éloigné, c'est un peu en biais. La bananeraie ne fait pas de l'ombre là-dessus. Ok. Voilà. Et si on voit le réservoir, c'est à combien de mètres cubes le volume? Et là, il y a 4 réservoirs. Il y a le premier réservoir, c'est 5 mètres cubes. Le deuxième, 2 mètres et demi. Et les 2 qui sont en bas, qui sont 2 mètres et demi. Mais en bas, vous savez, en bas là, il y a des citernes, 4 citernes. Oui. Et chaque citerne a une contenance de 40 mètres cubes. C'est combien? 40? 40. Ok. Alors, c'est... Pour vous expliquer clairement le dispositif, on est complètement en haut de pente. L'idée est que dès que l'eau est collectée là-bas, ça arrive à redescendre de façon gravitaire. Ok. Très bon. Sur près de 300 mètres. Et vous avez un stockage pour 2 ou 3 jours s'il y a des nuages? Oui, c'est bien ça. Là, il y a quelque chose qui n'est pas apparu malheureusement. Il y a une autre citerne qu'on a faite un peu à peu près à 150 mètres de celle-ci là, qui est à peu près de 70 mètres cubes. Donc, nous essayons aussi, dès qu'il y a l'eau, on n'en utilise pas tout le temps. Ok. Donc, on essaie d'en stocker dedans et aussi, voilà. Ce qu'il faut vous dire, même dans ces citernes-là, en temps pluvieux, on ne fait pas d'irrigation.
Donc, Oui. nous en profitons pendant 3 mois et demi pour faire grossir les poissons, ce qui permet vraiment de valoriser le dispositif. Peut-être il y a déjà des questions. On peut juste, peut-être Estelle, tu peux nous lire les questions écrites. D'accord. Nous avons 4 questions. La première question vient de Julien. Il demande s'il est possible de présenter la ferme Saint. Et que veut dire le nom? Je suppose que c'est le nom Saint. Qui la gère, public ou privé? Il veut savoir si c'est le public ou le privé qui la gère. Quelle reconnaissance pour sa formation? OK. Je peux aller directement? Oui, Oui. vous allez. Peut-être, oui. Sain, S-A-I-N, ça traduit notre mode de production des produits sains, puisque nous n'utilisons pas du tout de produits chimiques de synthèse ni de pesticides. Ça nous amène à mettre des produits sains sur le marché. Mais sain aussi, c'est un acronyme. S là, ça veut dire solidarité. A, ça veut dire agricole. IN veut dire intégré. Ça veut dire que pour nous, il est question de cultiver toutes les formes de solidarité positive. Nous insistons beaucoup sur le mot solidarité positive parce que les gens s'entendent aussi pour faire du n'importe quoi. Mais ici, il est question vraiment de solliciter des solidarités positives là pour avancer. Le rêve, c'était quoi? Autour des années 90, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes diplômés. Il y avait même des ingénieurs agronomes diplômés sans emploi. Et j'habite un milieu qui est très vrai. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à résorber le taux de chômage? Et dans ce même temps, il y a beaucoup le phénomène d'exode rural. Des jeunes qui, issus de conditions de familles très pauvres, n'arrivent pas à finir leur cursus. L'idée est alors venue de mettre en place cette ferme qui, après, a une dimension pédagogique dans l'objectif quand même de permettre à quelques jeunes déscolarisés, désirant faire carrière dans l'agriculture, d'être initiés au métier d'agriculteur. Donc, en gros, il y a la production animale, végétale, piscicole, et nous faisons également des transformations agroalimentaires. L'ananas biologique que nous produisons est transformé en jus, le coco en huile de coco, les oranges et ainsi de suite. Mieux que ça, nous avons installé des maisons d'hôtes au milieu de l'exploitation, ce qui permet aux gens de quitter la ville, les grandes pollutions des villes, pour pouvoir quand même reprendre un peu de contact avec la nature. OK. OK, merci Pascal. Ouais. La seconde question vient de Yaya Diaye. Il demande d'expliquer comment la ressource en eau n'est pas extensible. Les réserves en eau dépendent des précipitations et l'homme n'a aucune influence sur la quantité de précipitations. En fait. Okay. Il veut savoir en fait si l'homme n'a aucune influence sur la quantité de précipitations. Non. Bon, c'est clair que l'homme a beaucoup d'influence sur les précipitations. Et quand nous détruisons un peu toutes les forêts, nous influençons ça aussi fortement. Oui. Ce que je voulais dire, si vous êtes d'accord que c'est Dieu qui a créé la terre, vous êtes d'accord aussi que la terre ne prend plus, on n'en crée pas de nouvelles terres, hein, et la population ne cesse d'augmenter. Ces ressources aussi n'augmentent pas significativement. Ça veut dire que les années à venir, les décennies à venir, il va falloir produire plus avec peu. C'est clair aujourd'hui qu'il y a moins de ressources terre, moins de ressources d'eau, et tout ça là, il faut les gérer avec parcimonie. Ça, c'est un peu l'explication qu'on peut vraiment, on peut dire globalement. D'accord, merci. La troisième question nous vient de Mamadou. Il demande comment choisissez-vous les cultures moins consommatrices d'eau ou alors que les besoins des consommateurs
en denrées dont la population demande beaucoup d'eau est parfois très importante sur le marché? Oui, merci beaucoup pour cette question. Au fait, nous ne choisissons pas les cultures peu consommatrices d'eau, mais c'est des méthodes de culture peu consommatrices qui nous aident à économiser l'eau. Une des méthodes, par exemple, on va revenir là-dessus, c'est le paillage. Ça permet de couvrir le sol avec des végétaux, ce qui permet de réduire l'évapotranspiration. Ça veut dire que ça réduit les besoins en eau. Donc, nous, pour résumer, ce ne sont pas les cultures peu consommatrices, mais c'est des méthodes de culture que nous adoptons pour pouvoir gérer autrement l'eau. D'accord, merci. Ensuite, nous avons une question de Emmanuel Franck. Il dit, en plus de l'agroécologie, la ferme a-t-elle déjà pensé à faire de l'aquaponie? Et il définit le terme aquaponie, sachant que l'aquaponie est un système qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons. Le mot aquaponie est une contraction de aquaculture, entre parenthèses, élevage de poissons, et hygroponie, culture de végétaux hors sol. L'aquaponie, c'est donc une symbiose entre végétaux, poissons et bactéries. C'est tout un mini écosystème naturel recréé où les déchets d'un élément deviennent la nourriture d'un autre élément dans le système. Et la question est, la ferme a-t-elle déjà pensé à faire l'aquaponie? Nous pouvons répondre par l'affirmative. Vous voyez un peu ce type de présentation qui est seulement orientée irrigation ne nous permet pas de mettre en exergue tout ce que nous faisons. Je lui donne deux petits exemples. Là, nous produisons les azolars, c'est des algues qui sont très riches entre 20% de matière azotée totale. Ces trucs-là, nous les produisons. Et ça sert aussi à nourrir les poissons, la volaille, mais ça rentre aussi dans l'alimentation des lapins. Aussi sur nos étangs, nous produisons également de la jacinthe d'eau et du piscia que nous développons, que nous récoltons pour remettre un peu dans notre dispositif de biogaz. Donc, nous le faisons également à notre manière. Et voilà. Et okay. Nous sommes aussi ouverts à d'autres propositions, hein, parce que là, c'est pas fini. Je vois beaucoup de questions. Alors, peut-être, Estelle, tu peux les lire et Pascal, vous pouvez répondre pas une question à l'autre, mais toutes les questions en même temps, parce qu'autrement, je vois un peu le temps. D'accord. D'accord, je lirai donc la question suivante de Wendy. Est-ce que ça vous gêne peut-être que je finis la présentation? Oui, peut-être, oui. Oui, peut-être. Oui, d'accord. Allons-y. Allons-y. Donc, là, je finis rapidement. Oui. Donc, là, c'est le dispositif d'irrigation. Ça, c'est la base même, le lieu de pompage et tout ça. Bon, c'est clair qu'un tel dispositif a un coût. Hein. Je vous avais déjà dit qu'en 2004, on m'avait sorti un devis de 15 000 € sans le château. Hein. Maintenant, donc, il y a le coût important. Il y a aussi les caprices de la nature, le soleil. Quand le soleil ne se lève pas, tu n'as pas l'eau vraiment. Et donc, quand le ciel est couvert. Alors, revenant un peu sur les méthodes, donc c'est important de réinsister là-dessus ici. Il ne s'agit pas des cultures peu consommatrices d'eau, mais c'est des méthodes et des techniques agricoles peu consommatrices d'eau. L'objectif un peu de ces 4 méthodes, c'est de réduire l'évapotranspiration de l'eau, éviter les excès d'arrosage, les pertes d'eau. Là, nous faisons un peu de l'irrigation par aspersion ciblée. Ça veut dire, vous allez voir dans une photo, nous avons installé les tuyaux
nous y raccordons des tuyaux flexibles et en haut, il y a une pomme d'arrosage. Et ça permet de donner directement à la plante, de ne pas mouiller partout. Culture sous couvert végétal, c'est le paillage, je l'ai expliqué déjà de long en âge. Le SRU, c'est une méthode de riziculture qui est complètement organique. Et puis le ZAI, où nous essayons un peu d'aller, bon, l'irrigation par aspersion ciblée, voilà. Et là, vous voyez déjà le paillage et vous pouvez aussi bien voir comment ça permet de garder l'humidité, de lutter contre les herbes. Vous voyez là du manioc, de la papaye. Et vous voyez un peu Rosalie en train de récupérer les pailles d'ailleurs pour en faire du paillage. Donc, je disais tantôt que le paillage, c'est quand même notre allié hein, pour les productions végétales. Nous essayons d'utiliser un peu les pailles là pour couvrir le sol. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est le système de riziculture intensive. C'est une méthode qui a été inventée dans les années 60 à Madagascar, où ils avaient eu de pénurie d'eau. Il y avait un prêtre jésuite français qui a mis au point cette méthode. Qu'est-ce qui la caractérise? C'est qu'on utilise, on fait des répliquages en ligne avec un espacement important. On plante un seul plant de riz plus jeune. Là, nous plantons vraiment entre 10 et 15 jours. Or, dans la méthode traditionnelle, c'est 30 à 40 jours. Et là aussi, on privilégie l'apport de fumier organique et un cyclobinage mécanique. Et voilà. Et quand nous redescendons un peu ça, c'est ce que nous appelons les haïtiens, que nous faisons des trous, nous faisons le paillage là, et les matières organiques sont directement déposées dans ces trous-là. Et après la récolte, on ramène toujours, on essaie toujours d'utiliser ces trous-là, ce qui fait qu'il y a une assise organique importante. Et dès qu'il y a une assise organique importante, il y a aussi des possibilités de conservation d'humidité. Bon, alors, avant de revenir au sondage, vous me permettez de continuer pour finir un peu les résultats là. Ah, non, mais peut-être c'est un bon temps pour le sondage et ça va, ça va vaut la nous, peine. nous donner plus de discussions. OK. Alors, d'après vous, hein, parmi ces 4 méthodes pour économiser l'eau, laquelle a le plus effet sur la consommation d'eau d'irrigation de la parcelle? Entre le paillage, le ZAI, le SRI et la méthode d'aspersion ciblée. La parole à vous. Oui, alors c'est à vous de nous donner votre choix. Vous voyez, c'est 4 choix, vous savez, vous donnez ce que vous croyez c'est la plus importante, la plus efficace pour économiser l'eau. Bon, on est à 70% des participants qui, bon, ça augmente. Donc, en quelques secondes, alors faites votre choix. 80%. Oui, Dirk, je crois, on peut Oui, d'accord. arrêter. Et ce sont les résultats. Alors, Pascal, je crois c'est bien, vous pouvez expliquer parce que peut-être
Saïs, hein, on n'a pas bien compris ce que c'est parce que personne n'a pas choisi cette choix. Ça, c'est très bien. Ok, le zaï, bon, le zaï, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué dans les pays sahéliens, où on essaie de faire des types de cuvettes vers où on essaie de tout canaliser. Ça veut dire les éléments nutritifs de la plantation, tout ça, c'est dans de petits trous. Là, nous l'appliquons aussi en donnant zaïcin, parce que là, nous, comme je le disais tantôt, nous faisons de petits trous, en général à 50 cm d'écartement, et c'est là qu'on met toute la matière organique. C'est là aussi qu'on plante ce que nous voulons. Et comme vous pouvez bien le revoir ici, nous lions rapidement le paillage à ça. Ça veut dire que tous ces trous-là qui sont là sont bien paillés. Donc, c'est un creusement de trous ou de poquets dans lequel la fumée organique et les semences sont déposées. Et pareil aussi pour l'eau. Bon, le paillage était choisi par la plupart des gens. Qu'est-ce que vous croyez d'après votre expérience? D'après mon expérience, vos gens sont hyper intelligents. C'est ça, c'est bien ça. Le paillage et le zaïcin, tout ça là, voilà les deux méthodes principales qui ont plus l'effet sur la consommation d'eau d'irrigation. Ok. Peut-être on peut donner la parole à Estelle pour nous lisser les questions, peut-être toutes les questions, parce qu'il faut toujours voir le temps. D'accord, merci Hans. Dire que temps pour moi. Bon, je lirai les questions les unes après les autres. La première de Temwede. Il dit l'irrigation consiste aussi à avoir un puits ou un forage ayant un bon débit pour pouvoir satisfaire la demande du site exploité. Sa question est de savoir comment remédier à cela. Une autre question de Emmanuel Franck. À la suite de Hans, il y a une plaque en dessous du champ des modules. Est-ce une photo actuelle ou alors y a-t-il un souci avec ce module solaire sous le champ? Une autre question de Tenwede. Il dit le débit de forage n'est pas indiqué. De plus, l'inclination et la hauteur du support PV pourraient avoir une explication. C'est une question. Mamadou Chao dit recycler sous l'eau ou utiliser comme fertilisant. J'espère que vous comprenez, Pascal. Ou alors bon, il y a d'autres que je n'ai pas bien compris. Bon, je reprends. Je reprends. L'irrigation consiste aussi à avoir un puits ou un forage ayant un bon débit pour pouvoir satisfaire la demande du site exploité. La question est de savoir comment remédier à cela. Bon, la deuxième question. À la suite de Hans, il y a une plaque en dessous du champ des modules. Est-ce une photo actuelle ou y a-t-il un souci avec ce module solaire sous le champ? Vous comprenez? Je continue? Je comprends. OK. La prochaine question. Le début de votre forage n'est pas indiqué. De plus, l'inclinaison et la hauteur du support PV pourraient avoir une explication. Bon, je comprends aussi très bien cette question. Je ne sais pas si vous la comprenez. Ouais. Une autre question de Mamadou. Il dit recyclez-vous l'eau ou utilisez-le comme fertilisant? La prochaine est de Boubacar. Est-ce que ces panneaux n'ont pas dommage des cuves à une certaine heure de la journée? Est-ce que ces panneaux n'ont pas dommage des cuves à une certaine heure de la journée? Dommage. Ça, je ne comprends pas. Problème. Est-ce que ces panneaux n'ont pas de problème des cuves à une certaine heure de la journée? Je pense que c'est son sens. C'est ça.
Ok, Ouais. je peux répondre? Bon, je vous lis. Tu peux répondre parce que s'il y a trop de questions. Ouais. Bon, en général, je réponds rapidement d'abord. Yeah. En général, le truc commence par pomper à partir de 9h, 9h30, dès qu'il y a le clair. Dès qu'il y a le jour est clair, mais ça commence par sortir vraiment, véritablement d'eau à partir de 10h30 et 11h. Et à partir de 17h, ça n'arrive plus à pomper. Là, nous sommes en moyenne autour de 15 mètres cubes par heure. On est entre 15 et 20 mètres cubes avec notre profondeur. On avait essayé quelque chose un peu plus en bas où on est allé à 25-30 mètres cubes. C'est clair que le monsieur, il est très attentif. Il y a eu quelqu'un qui avait lancé un caillou qui avait abîmé l'autre plaque photovoltaïque qu'on a enlevé de là, qu'on a dû changer, qu'on a mis ça sous le truc. Évidemment, l'inclinaison de la plaque, tout ça là a quand même un effet sur la production de l'électricité. C'est-à-dire que là, il faut bien suivre le mouvement du soleil. Et c'est en fonction de cela que l'inclinaison est déterminée. D'accord, merci Pascal. Je continuerai avec la question de Frash. Est-il possible de savoir l'importance en termes de chiffre d'affaires de chaque activité, formation, agriculture et écotourisme? Je sais, vous répondez d'abord ou bien Oui, peut-être c'est mieux de répondre très, très court, parce qu'autrement... Non, c'est important. Oui, c'est possible d'avoir un peu le poids de chaque chose. Pour le truc de l'année passée, le truc de l'écotourisme lié à la formation quand même a apporté près de 40%. 40% des revenus, alors que le reste est allé vers la production. Ok. Bon, il y a Ouma Touré qui suggère que les générateurs solaires sont très bas et cela peut constituer des abris pour des reptiles. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'avis avec lui. Bon, ce qui est sûr, là, on n'est pas dans une zone où il y a de reptiles, mais on prend, je ne sais pas comment ils ont vu ça. Ok, on note ça, on va bien voir ça avec attention. Oui, et il demande par la suite pourquoi mettre des cuves de 3 mètres cubes dans le bassin au lieu d'utiliser l'ensemble du bassin, ou est-ce que le bassin n'est pas étanché? Non, en gros, ce n'est pas un bassin, c'est juste une plateforme sur laquelle nous nous sommes dit, dès que nous aurons d'autres moyens, on peut construire une citerne. Donc ça, c'est juste une plateforme, quoi, sur laquelle on a déposé en attendant. Oh, d'accord, merci. Il veut aussi savoir quel type d'irrigation avec le système de riziculture intensif. Non, pour le système d'irrigation, de système de trucs irrigués, là, nous sommes un peu dans une zone où il y a un petit marécage. Donc, nous avons un truc de drainage où nous essayons de faire partir l'eau, mais nous pouvons, au besoin aussi, amener l'eau du truc solaire. Et là, disons que la riziculture est complètement en bas de pente. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Bon, L'autre chose aussi, il faut laisser mes contacts. Hein. S'il y a d'autres, on peut continuer des échanges très enrichissants en offre, quoi. D'accord. D'accord. Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris, mais voilà comment j'ai répondu. Ouma Touré, j'espère que vous êtes satisfait de la réponse et sinon, vous pouvez signifier. Bon, la prochaine question, il demande comment le planage de la parcelle de système de riziculture intensif est-il réalisé? Comment quoi? Comment le planage de la parcelle du système de riziculture intensif est-il réalisé? Nous utilisons des outils mécaniques. Ça, c'est à la roue, la daba,
et que nous faisons ça. Je peux aussi lui envoyer des images et des vidéos s'il me contacte. Là, il verra bien ça. D'accord. Je propose que vous continuiez d'abord avec votre présentation parce que là, nous avons encore des questions. Voilà. Au niveau de ma présentation, on peut directement aller un peu sur les résultats et impacts. Nous avons noté qu'avec le paillage, il y a une économie conséquente d'eau. Il y a moins d'entretien des mauvaises herbes. Avec le SRI, ce qui reste extrêmement important, il y a une économie de l'ordre de 90% de semences. Ça veut dire quoi? Pour la méthode conventionnelle, on utilise entre 50 et 80 kg de semences. Pour le SRI, qui est cette méthode, on utilise 6 à 8 kg à l'hectare, ce qui signifie autour de 90% d'économie de semences. Quand tu dis économie de semences, c'est aussi économie de toutes les ressources pour conduire à la production de la semence, donc aussi économie de l'eau. Et avec les AS1, donc il y a économie de la matière organique, puisque les feuilles que nous déposons par terre, avec lesquelles nous faisons le paillage, restent là, se décomposent, se minéralisent et contribuent vraiment à la gestion de la fertilité. Alors, je peux me permettre de faire une petite conclusion, de dire que les différentes méthodes combinées permettent de régler assez efficacement les difficultés d'eau. J'ai dit assez, ça ne veut pas dire complètement. De maîtriser l'eau, de limiter les risques de sécheresse, mais aussi d'investir moins dans les problèmes d'eau. Voilà, je mets un thème à mon monologue. Je vous retourne la parole. OK, merci beaucoup, Pascal. C'était vraiment bon pour les participants. Cette fois-ci, on a mis l'accent sur l'agriculture et pas la technologie, ce qui est très bon. Et on voit il y a beaucoup des autres questions. J'espère que vous avez le temps et l'envie de j'ai le temps, répondre. j'ai l'énergie et l'envie de OK. Et je souhaite surtout qu'à travers les adresses mail ou les trucs WhatsApp, qu'on puisse continuer les échanges avec d'autres. Oui, bien sûr. On va aussi mettre vos contacts dans le cours. OK. Alors, D'accord, Estelle, dans ce cas, oui. je vais continuer avec les questions. Nous avons une question d'Ibrahim Amadou. Il demande, il veut savoir s'ils sont déjà utilisés. Moi, je ne comprends pas trop sa question. Hein. Je vais lui poser une question à savoir s'ils ont déjà utilisé la série. J'ai rien compris de ça. Non. Moi non Peut-être. plus. Pascal, je vais dire, Ibrahim, est-ce que vous pouvez nous reformuler la question parce que nous ne comprenons pas. Non, il a une deuxième question, Estelle. Oui, je voudrais savoir aussi, parmi ces 4 méthodes, laquelle coûte la moins chère? Oui. Il se réfère des 4 méthodes que vous avez présentées, Pascal. Bon, là, ça dépend un peu de là où on se situe. Hein. C'est clair que le paillage et tout ça aussi dépend un peu de là où l'on se trouve. Ça, c'est vraiment moins cher, quoi. Mais c'est aussi un truc de longue haleine. Et puis, voilà un peu ce que je peux dire. Oui. Le SRI, ce qui est intéressant dedans, il y a une économie significative d'eau. Mais là, il y a une augmentation aussi significative du rendement, mais ça demande un peu plus de main-d'œuvre que la conventionnelle. OK, merci. Il y a une question de Youssouf, il veut savoir ce que signifie SRI. Système de riziculture intensive.
Mais quand on dit système de riziculture intensive, ça n'a aucun lien avec l'agriculture intensive qui fait appel à la chimie, à la surmécanisation. Mais ici, ce qui est intensif, c'est la main-d'œuvre et puis le rendement. D'accord, merci. Je passe à la prochaine question qui est de Sofiane. Quel est le coût de l'irrigation par aspersion ciblée et est-ce que c'est possible de la pratiquer sur une grande superficie? Oui, c'est dans nos contextes ici, en gros, là, on fait abstraction hein, du dispositif de pompage et tout ça là. Par état, en fonction des cultures maraîchères, là, il faut quand même, c'est essentiellement la tuyauterie. Et là, il faut aller vers les 600 000 à l'hectare. Ça, mais l'autre, je vous ai déjà dit, les plaques solaires, là, dans notre cas, on en a mis, il y a une douzaine là, ça fait 60 000 fois 12. Vous avez la pompe qui coûte quand même de plus en plus. Vous avez des pompes moins chères, mais quand même, il faut aller entre 500 et 900 000 pour avoir des pompes un peu plus correctes. Bon, Voilà. vous parlez comment on appelle l'argent de chez vous? Pardon? Parce qu'on a beaucoup des participants qui ne sont pas dans votre zone, mais aussi au nord de l'Afrique, qui, si vous vous dites les chiffres comment vous dites votre argent, c'est le franc CFA. Franc CFA. Hein? Oui, franc CFA, ça veut dire quoi? 1 euro égale 655. Okay. D'accord, les prochaines réponses, je les donne en euros. OK. Non, c'est seulement pour oui, clarifier. Merci beaucoup pour ce rappel-là. Je peux continuer là? Oui. Bon, la prochaine question, bon, c'est une contribution de Mamadou. Il dit le zaïcin est une application localisée de la fémur organique protégée par un paillage. Bon, c'est sa petite contribution. Et nous avons une question de Fra Chemak. Il demande quelle est l'importance d'adoption de ces bonnes pratiques par les agriculteurs au Bénin. Quelle est l'importance? Ça, je n'ai pas compris la question. Est-ce que c'est important? Oui. Est-ce qu'il y a une masse critique des gens qui l'adoptent? C'est ça la question ou c'est quoi? Oui, je pense. Bon, ça aussi, il faut quand même faire des études pour donner des trucs chiffrés, quoi. Je n'aime pas être dans la démagogie de dire les trucs que je ne maîtrise pas. Je peux dire que de plus en plus de gens prennent conscience de ça, mais il n'y a pas encore une étude qui peut dire que voilà tel pourcentage de gens fait ça. Oui, mais vous connaissez des agriculteurs qui vous suivent? Oui, parce que là, moi je suis dans la vallée de l'Ouémé, et dans la vallée sur les plaines inondables, le paillage, les gens ont compris qu'il faut le faire quand même pour lutter contre l'enherbement. Ça, c'est surtout ça, et l'eau. Donc, de plus en plus d'agriculteurs se mettent là-dessus, mais c'est aussi pas facile tout le temps de retrouver la paille. Oui. Quand vous avez juste de petites portions, ça, parfois, il faut aller faire un peu de distance pour retrouver de paille. Mais ce qui reste important, les gens comprennent et que les gens adoptent, c'est que les gens ne mettent plus de feu, ne font plus les feux de brousse qui consument tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des techniques d'agriculture itinérante sur brûlis qui est complètement en perte de vitesse. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Bon, oui. Ça c'est clair. Nous avons une question de Frash encore. Il demande, est-ce que vous pouvez
Est-ce que vous avez un label biologique et est-ce que les produits biologiques sont vendus au Bénin ou à l'export? Bon, très bonne question. Non, nous n'avons pas certifié bio, mais nous sommes reconnus comme ça que nous n'utilisons pas des produits chimiques de synthèse. C'est aussi une réalité, hein, que tu produises comme nous produisons ou que tu produises comme l'autre. La plupart, vous vous retrouvez sur le même marché. C'est un peu déconcertant. On espère que les choses vont changer. D'ailleurs, dans les grandes villes, déjà, il y a tout un réseau d'agriculture de proximité où les gens ils réclament de ce type de produits. De plus en plus, on a des clients qui demandent ça, mais c'est une niche. Ce n'est pas encore la grande demande. Donc, en résumé, nous ne sommes pas certifiés. Nous y travaillons. Ça a aussi un coût. Et là, maintenant, nous avons une commande d'huile de coco en France. Ça, nous sommes obligés de passer par là pour au moins cette production. Ok. Frash nous revient avec une autre question. Il veut savoir, outre l'écotourisme et la formation, comment la ferme rayonne sur son environnement? Ça, je ne comprends pas cette question. Outre l'écotourisme et la formation, comment la ferme rayonne sur son environnement? Nous ne sommes pas du soleil pour rayonner, non? Bon, écoute, merci pour cette question. J'aime bien taquiner. Hein. Bon, nous, on essaie de miser sur la qualité de notre travail. De façon à ce que quand les gens arrivent, ils essaient d'y tirer une satisfaction et puis rendre aussi témoignage. On ne fait pas beaucoup de tapage. On laisse un peu le soin à ceux qui passent par là de voir aussi, d'en parler et ça mobilise aussi du gens. Voilà, et puis quand même, ça c'est... Voilà un peu ce que je peux dire. Au-delà de ça, la ferme est impliquée en termes de développement local. C'est un village de 2000 habitants. Et la ferme a beaucoup travaillé pour la création de la première école primaire dans ce village et puis d'autres activités. Donc, à travers ça, la ferme a eu une bonne reconnaissance de la population et puis ceci est aussi diffusé un peu partout. Je ne sais pas si ça répond à sa question. Je ne sais non plus. Bon, Frash nous dira si ça répond. Lui, il a dit très bien, donc ça va. Ok. Bon, nous avons ensuite une question de Kaota Koki. Elle veut savoir s'il y a une étude comparative chiffrée de la rentabilité d'une méthode par rapport à une autre méthode. Méthode chiffrée de la rentabilité. De la rentabilité. Non. Il doit en avoir, ce n'est pas affiné. Ce n'est pas affiné parce que là, ça demande aussi d'autres niveaux de calcul. Mais quand pour le riz, il y en a sur le SRI et le truc conventionnel. Pour le riz, avec la riziculture conventionnelle, on est autour de 3 tonnes de riz à l'hectare. Avec le SRI, on dépasse le cap de 6 tonnes. Donc là, on a des données vraiment chiffrées qui montrent un peu la pertinence et la quantité de main-d'œuvre que chaque côté demande et ce que cela génère aussi. Pour le SRI, il y a un travail très affiné qui est là-dessus et qu'on peut aussi bien le passer aux besoins. Bon, Estelle, je vois il y a quelqu'un qui veut parler. Je vais donner la parole à Kouter Kouki. Un moment. J'essaie de... Bon, alors, oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Kauter Kouki de la Tunisie.
Ma question a été évoquée par Estelle. Y a-t-il une étude comparative entre les 4 méthodes sur la rentabilité? C'est par rapport au choix d'une culture, par rapport d'une méthode plutôt par rapport à une autre qui se base sur des calculs chiffrés. En fait, ce que j'ai compris, que c'est une ferme pilote qui rayonne sur la région et donc elle aide pour la prise de décision quelle méthode adopter. Merci. Alors, juste, Pascal, vous avez compris la question un peu? Est-ce que vous pouvez me résumer ça, s'il vous plaît? Peut-être vous pouvez encore, parce que le premier parti n'était pas très compréhensible, mais maintenant c'est amélioré. Oui. Peut-être. Oui, je reprends la question. Oui. S'il vous plaît. Donc, ma question, c'est s'il y a une étude de comparaison entre les 4 méthodes, voilà, sur la rentabilité des cultures. Ok. Oui, merci beaucoup pour cette question intéressante. Je viens de dire déjà que pour le riz, c'est bien établi. Oui. On a des données chiffrées où on a comparé le SRI à la méthode, conventionnelle ou celle qu'on utilisait. Là, on a des données très claires. Pour les autres cultures, on a des données jusqu'à un niveau. Il reste un travail d'affinement à faire pour pouvoir le dire. Voilà ce que cela induit, voilà ce que cela induit. Pour le riz, c'est clair, c'est disponible. Pour les autres choses, on doit encore continuer à y travailler parce que là, il faut permettre aux gens que vous appelez les scientifiques là, pour qu'ils fassent un peu de comparaison ainsi de suite pour donner des choses. Madame, vous êtes aussi bien attendue pour y participer. OK. Alors, Estelle, tu vois d'autres questions? Je ne vois aucune question pour l'instant. Je vois Ibrahima, il dit, je parlais des serres agricoles en fait. Alors, je ne sais pas, vous utilisez les serres ou? Non, ici, nous n'utilisons pas les serres agricoles. OK. De mon analyse, c'est un peu, ça se justifie beaucoup plus pour les zones tempérées, quoi. OK. Ouais, nous avons presque la même température presque toute l'année, quoi. OK. Je ne trouve, on n'est pas dedans. L'autre chose aussi qui est importante et à préciser, nous essayons d'utiliser des méthodes facilement reproductibles par ceux qui arrivent en formation. Donc, c'est un peu, oui, ça c'est aussi important. On n'est pas dans des méthodes qui vont poser des problèmes de reproductibilité. Oui, bien sûr. Et vous pouvez nous dire combien des élèves ou des étudiants ou comment on veut les nommer, combien vous savez dans votre ferme, plus ou moins? Il y a plusieurs types de formations. Oui. Pour la formation complète, ça veut dire c'est un cycle de 18 mois. OK. Et là, c'est un truc résidentiel avec dortoir et tout. Là, il y a une vingtaine de jeunes en permanence. OK. Là, ils font un cycle de 18 mois. OK. À part ça, il y a ce qu'on appelle il y a les formations court terme. Oui. Pour ces formations, ça, les gens viennent pour chercher à peut-être
apprendre un peu sur le levail des lapins, nos méthodes de levail de poulet, ainsi de suite. Là, c'est plusieurs centaines de personnes qui passent par là chaque année. OK. Bon, c'est énorme. Très bon. Voilà. Alors, au moment, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je dois vraiment dire merci beaucoup. J'essayais, comme les gens s'intéressaient un peu à la présentation de la ferme, Oui. j'essayais un peu de voir. Est-ce que les gens voient l'écran là? Oui. Peut-être si vous pouvez agrandir un peu. Ouais, je viens. Comment j'agrandis là? Au fond, à droite. Ouais, je viens. Oui. C'est là? C'est bon? Oui, oui, très bon. Oui. Ça, c'est Oui, ça, on l'entrée. voit beaucoup mieux, oui. Bon, c'est... Vous voyez, ça, c'est vert. Ça, c'est des pneus qu'on a recyclés pour en créer OK. un passage dans OK. le marécage. Ça, c'est OK. Ah bon? Oui. des étangs piscicoles, OK. des types d'étangs là. Vous voyez, là, c'est des palmiers qui sont sur le truc en haut. Oui. Ça, c'est l'acacia un peu partout. Je sais que les Occidentaux appellent ça eucalyptus. OK. Là, parce que nous faisons de l'agroécologie, les feuilles de ces arbres-là sont collectées comme pour faire le paillage. OK. Où est située la ferme? Vous voyez, globalement, c'est un village de 2000 habitants avec Oui. 90% d'agriculteurs. Donc, nous avons trois axes de travail. Il y a la ferme école, il y a l'écotourisme et le développement local. OK. Bon, comme vous pouvez déjà le voir à travers ceci, c'est ferme organique intégrant production animale, végétale et piscicole. Tout est recyclé. Donc, il y a des interactions très fortes entre les différents pôles de production. OK. Très bon. Bon, il y a Julien qui veut savoir si ces eucalyptus n'acidifient pas le sol. Non, ce ne sont pas des eucalyptus, c'est des... Je dis les Occidentaux appellent ça eucalyptus, mais c'est des acacias. Au contraire, ça enrichit le sol. Ça, c'est un peu le système de production. Donc, la méthode de formation, c'est basé sur l'approche learning by doing. OK. Donc, c'est à 75% pratique et 25% théorique. Très bon. Voilà. OK. Ouais, là, c'est des poissons. Ah, OK. Là, c'est des escargots. Là, vous voyez un peu des canards qui sont sur l'étang piscicole, laissent leur déjection. Et tout ça, ça contribue à l'alimentation des poissons. Le riz. Là, c'est les premiers trucs qu'on a fait sur la terre ferme. Normalement, le riz est réputé pour être dans l'eau là. Mais ça, c'est des trucs qu'on a réussi sur la terre ferme qui a mobilisé les gens d'un peu partout là pour qu'ils viennent voir. OK. Voilà. Ça, c'est les cailles, les lapins, l'apiculture. Voilà, vous avez des maisons d'hôtes là. OK. Le type de maison.
Voilà. Là, les gens sont sous l'arbre à palabre. Et vous voyez, là, ça, c'est les noix de coco. Oui, très bon. Voilà. Ça vous donne un peu une petite idée de la vie, là. OK. Voilà. OK, merci beaucoup. Et c'est une dernière question de Mamadou qui dit le concept d'agroécologie voudrait des arbres indigènes non éotiques. Allô? Vous avez compris? Non, 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 je n'ai pas entendu en réalité. Oui. La dernière question, c'est le concept d'agroécologie voudrait des arbres indigènes non éotiques. Oui. Non exotique. Oui, il veut que je réponde. Oui, Non, l'agroécologie, ce n'est pas dogmatique. oui, ok, Ce n'est pas du tout dogmatique. C'est un truc qui est ouvert sur la nature, qu'on utilise vraiment la nature pour la production. C'est aussi des considérations que les gens sont libres d'avoir par rapport à telle ou à telle chose. Ce qui reste extrêmement important pour nous, c'est d'utiliser aussi les arbres indigènes. Mais s'il y en a d'autres qui ont d'autres valeurs, pourquoi se fermer à tout ça? ok. Il faut être ouvert sur le monde et faire aussi évoluer les choses. Le plus important dans l'agroécologie, c'est la non-utilisation des produits chimiques de synthèse. Ok. Oui. Ok, merci Mais beaucoup. je serais content aussi d'avoir d'autres échanges avec lui par rapport à sa manière d'aborder les choses. On va mettre vos coordonnées dans le cours et je crois des participants vont vous contacter. Pas de problème. Très bien. Très bien. Ok. Et quand je suis la prochaine fois au Bénin, je vais vous visiter, c'est sûr. Ça me donnerait grand plaisir. Même si vous êtes au Togo, on n'est pas très loin, quoi. C'est à 4 heures. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et pour les participants, on a encore 10 minutes. Si vous voulez nous dire quelque chose sur, sur le cours, si vous, vous avez des aspects positifs ou des négatifs ou quelque chose qu'on doit faire mieux la prochaine fois, on veut toujours essayer d'améliorer le cours, alors allez-y, par écrit ou par micro. Non. Il y a une question de Julien. Il demande s'il est possible de donner un peu plus de temps avant l'évaluation finale. Bon, c'est à vous et à dire que si. La seconde question de Boubacar, il aimerait comprendre l'impact de l'ombrage sur les panneaux. C'est l'ombrage, hein? Oui, l'ombrage. Oui. Bon, on a eu il y a 2 semaines une présentation juste sur ce thème et peut-être il peut voir le vidéo de cette présentation.
parce que c'est expliqué très bien. OK. Oui, le vidéo est disponible dans la section discussion webinaire, le vidéo avec les ombrages. Et la question concernant l'évaluation, l'évaluation sera disponible jusqu'à 9 décembre. L'entière semaine. Oui, et Boubacar, oui, on a discuté sur l'ombrage et la bananeraie et Pascal nous dit sur la photo, on croit que la bananeraie est beaucoup plus proche que en réalité. Alors il dit ce n'est pas le problème, mais il a dit aussi la pompe seulement à 10h, 9h30, 10h. Et je ne sais pas, peut-être ça peut aussi impliquer un peu l'ombrage. Peut-être, Pascal, vous allez le matin là-bas et regardez. Oui, non, ce qu'il a dit, l'ombrage a un effet vraiment sur la production d'électricité. Ça veut dire qu'il faut vraiment installer, éloigner les panneaux là, de toute possibilité d'être à l'ombre. Ça, c'est extrêmement important. Oui, mais il est le deuxième aspect, nous, en général, le soleil se lève ici, disons, vers 7h30, 8h, mais ça devient un peu plus intense à partir de 9h. Et c'est en ce moment que tu as ça commence par pomper. J'ai bien indiqué que c'est vers 10h30, 11h que ça rentre à plein régime. Maintenant, là, il fait très chaud. Ça veut dire que le débit augmente. Mais déjà vers 17h, 16h30, le soleil descend. Dès que ça descend, ça n'éclaire plus. Et donc, comme ça n'arrive plus à pomper. Bon, maintenant, on a des softwares très sophistiqués et on peut même pomper un peu, même si le ciel n'est pas vraiment clair. Alors, parce qu'on veut aussi utiliser les matins et très tôt d'utiliser le plus que possible sur pour pomper. Oui, c'est clair, mais c'est aussi, quel que soit ce que l'on fait, le taux le matin, le débit serait faible, quoi. Ça pompe légèrement, mais ce n'est pas significatif. Oui, ok. Ok, très bon. Alors, on va s'arrêter. Encore merci beaucoup. C'était vraiment bon pour tout le monde. Je suis très sûr. Et bon, je donne la parole à Estelle et à Dirk pour arrêter les webinaires en total parce que c'était le dernier webinaire et qui nous a donné un aspect un peu plus large. Alors Estelle? Merci Dirk de m'avoir donné la parole. Je voudrais remercier Pascal pour sa présentation assez enrichissante. Oui. Et j'aimerais lui dire que si j'ai l'occasion, vraiment, je passerai visiter sa ferme. Et merci aux participants de votre disponibilité pour ces webinaires. Nous tirons à notre fin et nous vous remercions sincèrement. Merci.
Alors, merci Estelle, merci Hans, merci beaucoup Pascal pour votre présentation et à vous, chers participants, pour votre attention pendant le cours. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit du dernier webinaire de notre cours. Votre dernière activité sera de compléter le test final et l'évaluation du cours, comme on a déjà dit, jusqu'à 9 décembre. Ces formulaires seront en ligne jusqu'à dimanche soir dans notre salle de classe. Veuillez également consulter les bulletins d'information qui vous sont envoyés 2 fois par semaine pour votre compte email. Les certifications seront également envoyées par email. Encore une fois, merci à tous les intervenants, à l'Université Ostfalia en tant que chef de projet et à GIZ pour le soutien financier et certainement à vos chers participants et Pascal. Alors, au revoir, à bientôt et Merci, merci. merci et au revoir.